Scott, what do you make of the resignation of Scott, que penses-tu de la démission de Joe Kent? Donald Trump ne peut pas l'accuser d'être un gauchiste ou un ennemi. C'est un homme qui a soutenu Trump, qui croit vraiment en l'Amérique, qui veut que le pays soit plus fort. Mais il ne voit pas cela se produire sous les politiques actuelles de l'administration Trump. Joe Kent. Joe Kent, no one can question his courage. Personne ne peut remettre en question son courage. Vous savez, il a servi dans certains des endroits les plus dangereux du monde, dans les pires conditions, et il s'en est sorti. Joe Kent, eh bien, nous avons une vaste expérience issue des guerres en Irak et en Afghanistan, mais surtout de la guerre en Afghanistan, qui a fait un usage maximal du personnel des opérations spéciales, des forces spéciales. Il a d'ailleurs considérablement élargi leur rang. Et ce sont des personnes très intelligentes, très en forme physiquement et dotées d'une conscience morale. Mais leur conscience morale est définie par un ethos de guerrier, et non pas tant par ce qui devrait la définir, à savoir les principes constitutionnels. J'entends ces anciens des forces spéciales là-dehors faire de grands discours sur la Constitution. Mais quand on creuse un peu ce qu'ils disent, on se rend compte qu'ils sont surtout centrés sur l'efficacité militaire. Je déteste le dire, mais la Constitution n'est pas efficace. La forme américaine de gouvernement constitutionnel n'est pas efficace. C'est moche, inefficace, peu importe. Mais c'est la nôtre. Elle repose sur un système de freins et contrepoids. Dès que vous dites freins et contrepoids, vous admettez l'inefficacité parce que vous contrôlez et contrebalancez. L'armée, elle, n'est pas faite pour ça. L'armée est faite pour accomplir la mission. Et Joe Kent fait partie de ces types qui accomplissent la mission. On lui confie une mission et il l'accomplit. Et il est entouré de personnes ayant le même état d'esprit. Mais ils se sont trompés eux-mêmes en croyant que c'était constitutionnel, parce qu'ils ont prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution. Ils pensent qu'en accomplissant la mission, ils remplissent ce serment. Mais ils ne comprennent pas que parfois, la mission agit en opposition aux normes et aux valeurs constitutionnelles. Joe Kent. Et je l'ai vu lorsqu'il se présentait, car j'avais de l'espoir pour Joe Kent. Mais ensuite, je lisais les déclarations qu'il faisait sur le Moyen-Orient. Et vous savez, c'est quelqu'un qui, comme la plupart des personnes ayant combattu dans ces guerres, admettra que, oui, nous faisions la mauvaise chose. On n'aurait jamais dû être là, tu sais, surtout en Irak. On n'aurait jamais dû être là. En Afghanistan, on s'y est pris de la mauvaise façon, tout ça. Mais ensuite, tu vois, tu te dis d'accord. Et puis tu ajoutes l'Iran, parce qu'ils savent rien de l'Iran. L'Iran est maléfique, c'est un régime islamique diabolique, la pire organisation terroriste du monde. Et là tu dis, attends une minute, d'où tu tiens ça? Tu vois? Et Joe Kent faisait partie de ce groupe-là. Et l'autre chose, c'est que quand tu te définis comme Américain, tu deviens malheureusement divisé en factions. Parce qu'encore une fois, ces gens ont cessé d'être Américains pour devenir républicains. Ils ont commencé à s'opposer au Parti démocrate parce que beaucoup de gens dans ce parti étaient contre ce qu'ils faisaient en Afghanistan ou en Irak. Ils ont alors commencé à soutenir le Parti républicain, croyant à tort que les républicains se souciaient réellement d'eux. Mais Joe Kent le sait. Joe, je suppose, car Joe Kent est un homme droit, a perdu sa femme, Shannon. C'était une héroïne. En Syrie, elle a été tuée par une bombe de l'État islamique. Mais si vous regardez son uniforme, les décorations qu'elle portait sur la poitrine, c'était une femme qui avait de l'expérience, qui avait tout vécu, et elle en portait les marques. Ce n'était pas une touriste de la guerre. Et elle est morte, tragiquement. Et maintenant, Joe élève des enfants, donc il connaît la réalité de la guerre. Mais Joe ne sait pas, Joe s'est laissé capturer par le mouvement MAGA.
Le mouvement MAGA n'est pas un mouvement américain. Le mouvement MAGA est une faction. Les gens, s'il vous plaît, lisez le Fédéraliste numéro 10. Je suis désolé, je fais partie de ces types un peu constitutionnalistes. James Madison a écrit le Fédéraliste numéro 10 pour nous avertir du danger du factionnalisme et de la création de factions. Et MAGA est une faction. Ce n'est pas un mouvement américain, c'est une faction. Un mouvement américain croit réellement que tout le monde doit exister. Il comprend les freins et contrepoids, la nécessité de l'équilibre. Les factions veulent que tout se passe selon leurs désirs. Et la faction MAGA est contrôlée par un groupe de sionistes qui ont détourné le mouvement MAGA pour placer Israël en priorité, littéralement. Et Joe Kent a suivi cela, comme d'autres. Il pensait servir l'Amérique. America First, MAGA. Non, vous serviez Israël d'abord, un parasite qui avait pris le contrôle du corps américain. Il s'est présenté à une élection et maintenant il est élu. Et c'est l'autre chose aussi. C'est facile, et Joe le sait, comme tout le monde. Ils savent ce que représente le fardeau du leadership. Joe le sait mieux que quiconque. Il a connu le combat. Il n'y a pas de conneries au combat. Aucune. There's no bullshit in combat. There's none. You have a mission to do. The bullshit gets you killed. Tu as une mission à accomplir. Les conneries te font tuer. Quand tu commences à t'asseoir là à débiter des absurdités, tu te laisses distraire. Et la prochaine chose que tu sais, c'est qu'une balle entre dans ta boîte crânienne et ton cerveau finit éclaboussé sur un mur. Joe le sait parce qu'il a vu les conséquences de ça. Mais quand tu entres en politique, tout n'est que foutaise. Absolument tout. Alors, il a avalé un tas de bêtises, et maintenant, il arrive au pouvoir. Et le voilà au centre de lutte contre le terrorisme. Il a vu la vérité, parce qu'il essaye de faire face à ces menaces terroristes bien réelles. Et il se rend compte que nous ne visons pas les bonnes cibles. Nous ne nous concentrons pas sur nos propres affaires. Pour vendre cette guerre avec l'Iran, nous avons dû qualifier de terroriste une nation qui ne l'est pas par nature, la nation iranienne, le peuple iranien, et passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi tout ce qu'ils font serait soi-disant lié au terrorisme, alors que les véritables terroristes, eux, ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Et ensuite, nous nous retrouvons entraînés dans une guerre dans laquelle Israël nous a embarqués. Joe est intelligent. Il sait exactement ce qui s'est passé. Il sait que Netanyahou a dit à Trump de la déclencher, et Trump a accepté. Kent sait que l'état-major interarmé avait dit que c'était une mauvaise idée. Kent sait que Tulsi Gabbard a publié un rapport de renseignement affirmant que le régime ne tomberait pas, que rien de ce qu'il voulait accomplir ne le serait. Et il sait que Donald Trump a quand même décidé d'y aller. Tu sais, je pense qu'il a finalement atteint le point où il s'est dit « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. » Parce que Joe Kent, malgré tous ses défauts, et quand je dis défauts, je veux dire le fait d'avoir été aspiré dans le mouvement MAGA. Bon sang, nous l'avons tous été. Tu parles à un type qui pensait que Donald Trump allait être un artisan de la paix, d'accord? On s'est tous fait avoir d'une manière ou d'une autre. Mais comme toute personne honnête, quand tu te réveilles un matin et que tu réalises que tu t'es fait berner, il ne s'est pas menti à lui-même. Il l'a reconnu. Il a écrit une lettre et il a démissionné. Cela pourrait être, et devrait être, le début d'une cascade de démissions, des démissions de conscience morale. Je ne sais pas si ce sera le cas, car encore une fois, j'ai perdu beaucoup de foi en l'humanité, surtout envers les Américains, au fil du temps. J'aimerais croire que lorsque la plupart des Américains disposent de connaissances et d'informations, ils feront ce qu'il faut. Malheureusement, je ne le crois plus. Je pense que les Américains sont devenus dépendants du confort et qu'ils feront donc tout ce qui est nécessaire pour préserver ce confort, même si c'est la mauvaise chose à faire. Mais cela pourrait être, je veux dire, cela pourrait entraîner d'autres démissions. Tulsi Gabbard doit démissionner et commencer à dire la vérité sur ce qui s'est passé.
Elle a écrit ce message affreux où elle disait en gros qu'elle défendait le président en essayant plus ou moins de dire la vérité, sans vraiment la dire. Trying to tell the truth, but not telling the truth. You know, the president was briefed on all this, that, Tu the sais, other thing, le and the président a president été informé de tout ça, de ceci et de cela, puis il a pris une décision. Oui, mais Tulsi, sur quoi a-t-il été informé? Sa décision correspondait-elle à la conclusion? Parce que ton rôle, en tant qu'officier du renseignement, c'est de proposer des options d'action recommandées. Tulsi, j'ai été officier du renseignement pendant longtemps. Je sais ce que tu es censé faire. Alors, est-ce que le président a suivi une de tes options? Est-ce qu'il t'a écouté? Ou est-ce qu'il a simplement fait ce qu'il voulait et répété ce qu'il disait déjà? Je ne te crois pas. Je ne te fais pas confiance. Eh bien, à ce moment-là, tu dois démissionner. Si le président ne te fait pas confiance, alors tu ne fais pas ton travail et tu dois démissionner pour le bien du peuple. Trouve quelqu'un là-dedans en qui le président a confiance. For the good of the people, find someone in there that the president does trust. And then you have a duty and obligation to go to Congress and Et ensuite, vous avez le devoir et l'obligation d'aller devant le Congrès pour expliquer cela. Vous n'avez pas à vous adresser au peuple américain, car une grande partie de ce que vous auriez à expliquer est classifié. Mais le Congrès tient des sessions à huis clos. Et puisque le président s'est depuis longtemps présenté comme un homme qui ne croit pas en la Constitution, ne croit pas en la fonction présidentielle, croit en un culte de la personnalité, croit en une dictature, c'est lui-même qualifié de dictateur. Vous n'êtes tenu à aucune confidentialité dans vos conversations avec lui, car ce n'est pas un président, c'est un dictateur. Vous devez aller devant le Congrès et parler du dictateur nommé Trump et de la manière dont il ignore toutes les preuves et nous a entraînés dans cette guerre au nom d'Israël. there is and got us into this war on behalf of Israel. Now, half of Congress will try to suppress you because they work for Maintenant, Israel. la moitié du Congrès va essayer de vous faire taire parce qu'il travaille pour Israël. Mais l'autre moitié pourrait en fait commencer, vous savez, à poser des questions de suivi. Et cela pourrait conduire à ce que ce président soit finalement tenu pour responsable, soit lors de l'élection, dans l'isoloir le jour du vote, soit peut-être par la responsabilité ultime, lorsque son cabinet finira par se rendre compte que cet homme est néfaste pour l'Amérique, qui nuit à l'Amérique et leur nuit à eux aussi, et qu'ils invoquent le 25e amendement pour le destituer. Mais vous savez, Donald Trump est, après Israël, la plus grande menace pour les États-Unis. Souvenez-vous, parce qu'il a cessé de croire en l'Amérique. Il ne croit qu'en Donald Trump. Scott, avant de conclure Scott, before wrapping up, we had an interview with the Iranian foreign minister. Nous avons eu un entretien avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a déclaré que l'Iran conçoit un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Il y a également un article dans le Financial Times affirmant que les actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz illustrent la réalité d'une guerre économique multipolaire. Pendant des décennies, les États-Unis ont dominé le régime des sanctions et utilisé la pression financière comme une arme stratégique. Désormais, d'autres puissances, dont l'Iran et la Chine, peuvent employer des outils similaires pour répondre à l'escalade. Comment percevez-vous l'ensemble de la situation dans le détroit d'Ormuz? Donald Trump supplie les Européens de l'aider. Donald Trump is begging Europeans to help him. I don't know in what manner they can help Donald Trump. Je ne sais pas de quelle manière ils peuvent aider Donald Trump dans le détroit d'Ormuz, mais il semble que cela va devenir l'un des points ou des enjeux les plus stratégiques, vous savez. Cette route commerciale est tellement importante, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour tous ces États arabes, ainsi que pour le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Tout le monde en dépend. Cela montre à quel point c'est crucial. Comment voyez-vous la manière dont l'Iran parle de tout cela? Et comment, à la suite de cette guerre, quelque chose est en train de se redessiner au Moyen-Orient? Well, first of all, there's a disconnect between Eh bien, tout d'abord, il y a un décalage entre ce que dit l'Iran, qui repose sur la réalité, et ce que disent et font les autres nations. Je pense qu'il y a une prise de conscience croissante du fait qu'à l'heure actuelle, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz.
on ne traverse pas le détroit d'Ormuz sans que l'Iran donne son accord. À présent, les États-Unis mènent une campagne militaire visant à réduire la capacité de l'Iran à interdire le passage dans le détroit. Là encore, il s'agit de la préparation du champ de bataille sur le plan du renseignement. Je regarde une carte, je regarde le détroit. Et l'autre aspect intéressant, c'est la manière dont le détroit fonctionne. Il y a un trafic entrant et un trafic sortant. Il y a deux voies. Et le trafic sortant vous fait passer par un chenal qui traverse deux îles iraniennes, l'île de Kish et l'Arak, je crois. Et c'est très étroit. Vous ne forcerez jamais le passage si l'Iran ne le veut pas. Vous savez, l'Iran n'a même pas encore commencé à poser des mines dans le détroit. L'autre chose que l'Iran n'a pas faite, c'est couler un navire au milieu de ce chenal, car ce serait la fin de ce passage. Je veux dire, tout ce que l'Iran a à faire, c'est d'y placer quelques pétroliers, de les couler, de les faire sombrer, et ils peuvent recommencer. L'Iran contrôle le détroit et le contrôlera toujours. Nous essayons de mener une campagne visant à frapper les missiles iraniens. Vous savez, la brigade de missiles AHEF, si je prononce bien. C'est celle dont le complexe a été bombardé par les États-Unis, tuant les filles. RCOF, RLF, quelque chose de ce genre. C'est organisé en 4 bataillons. Le premier bataillon est équipé de missiles antinavires à courte portée, d'environ 15 à 20 km de portée. Tu as bien entendu ce que je viens de dire, 15 à 20 km. Cela signifie qu'ils peuvent être positionnés à une certaine distance en retrait et atteindre leur cible. Ils n'ont pas besoin d'être directement sur la côte. Ensuite, la deuxième brigade dispose de missiles à moyenne portée. Cela veut dire qu'ils peuvent frapper plus profondément dans le Golfe ou opérer en position de tir à distance. Ce que tu as maintenant, quand tu regardes le relief du détroit d'Ormuz, ce n'est pas seulement la manière dont ils peuvent atteindre le détroit, mais aussi à quelle distance en arrière ils peuvent se repositionner tout en conservant la capacité d'y exercer un impact, que ce soit par des tirs directs ou indirects. Et puis, il y a la portée longue. Donc vous avez 3 bataillons qui assurent une capacité de fermeture en couche. Les États-Unis, en ce moment, se concentrent sur le bombardement des crêtes et des montagnes le long de la côte, comme si les faire exploser allait arranger quoi que ce soit. Cela montre encore une fois un manque fondamental de compréhension. Les Iraniens se préparent à cette guerre depuis longtemps. Ils savent comment nous opérons. Oh, le 4e bataillon, d'ailleurs, s'occupe de tout ce qui est non conventionnel, pose des mines, fait naviguer les vedettes rapides, tout ça. C'est donc une approche à large spectre pour fermer le détroit. Nous n'arriverons jamais à interdire cela. La seule façon d'ouvrir complètement le détroit est de contrôler physiquement le territoire que je viens de décrire. Et cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de débarquer sur la côte. Il faut pénétrer en profondeur, sur quelques centaines de kilomètres. Avons-nous les 900 000 soldats que cela nécessiterait? Non. Donc nous ne fermerons jamais le détroit. Même si la navigation continue, imaginez que vous soyez une compagnie d'assurance ou un armateur. Quelle compagnie d'assurance accepterait d'assurer cela? Personne ne va dire « Oui, nous vous donnerons le même tarif ». Non, les primes d'assurance vont augmenter, le coût du transport maritime va augmenter, et d'autres vont simplement abandonner cette route en disant « Nous ne le ferons pas ». Cela n'arrivera tout simplement pas. L'Europe en ce moment dit qu'elle va parler à l'Iran pour essayer d'obtenir que l'Iran laisse passer ses pétroliers. Mais les Iraniens disent en gros, vous ne faites rien, vous ne le faites pas comme il faut. Il ne s'agit pas de négocier avec nous pour faire passer votre pétrole. Il s'agit de négocier avec les États-Unis pour qu'ils cessent ce qu'ils font, pour qu'ils arrêtent la guerre. L'Iran ne va pas rendre service à l'Europe. L'Europe doit se sauver elle-même. Et elle le fait en s'identifiant comme solidaire
de la cause iranienne, de la situation iranienne. Les nations qui ont montré de la sympathie sont celles qui bénéficient d'un traitement favorable. Les nations qui continuent à faire semblant de soutenir les États-Unis en disant simplement à Washington « nous n'allons pas envoyer de forces navales », eh bien, l'Iran se moque complètement des marines européennes. La seule chose plus pathétique qu'un peloton d'infanterie israélien, c'est la marine européenne. Envoyer une section d'infanterie israélienne dans le sud du Liban signifie qu'ils vont tous mourir. La marine européenne arrive, essaye d'ouvrir le détroit, ils vont tous mourir. Franchement, c'est stupide d'avoir même cette discussion. Trump joue ici une carte politique. Mais en réalité, ce n'est pas ça. L'Iran ne va pas récompenser l'Europe pour cela. Ce que l'Iran veut, c'est que l'Europe dise aux États-Unis d'arrêter cette guerre, qu'ils l'arrêtent. Mais maintenant, la Finlande dit « Nous échangerons notre soutien aux États-Unis au Moyen-Orient contre un soutien américain à l'Ukraine. » Vous voyez comment les Européens réfléchissent. Donc l'Iran ne va pas jouer à ce jeu-là. Je pense que ce que nous voyons ici, c'est une redéfinition permanente des paramètres de la sécurité énergétique. Quels que soient les calculs ou les algorithmes utilisés avant cette guerre, ils vont être modifiés de façon permanente. Il va y avoir de nouveaux algorithmes. Le prix du pétrole va augmenter quoi qu'il arrive. Parce que, vous savez, par exemple, si vous êtes le Koweït, disons que la production pétrolière du Koweït survit à ce conflit. D'un point de vue stratégique, toutes ces nations vont en pâtir. Elles ne survivront peut-être pas, mais disons qu'elles y parviennent. Disons que la famille royale koweïtienne s'en sort. Maintenant, vont-ils rester là, à se dire, eh bien, on va simplement persister dans la bêtise et refaire la même chose pour que cela se reproduise, puisque désormais l'Iran peut interrompre ce commerce quand il le souhaite. Ou vont-ils commencer à négocier avec les Saoudiens pour construire un nouvel oléoduc reliant le pétrole koweïtien à la mer Rouge? Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le pipeline commence quelque part et que cela deviendra simplement une cible pour les Iraniens. Cela change tout. Maintenant que le monde est devenu stupide, maintenant que les Israéliens sont devenus stupides, que les Américains sont devenus stupides, frapper l'énergie iranienne signifie qu'à partir de maintenant, ces champs énergétiques deviennent des cibles. Cela change toute l'approche. Vous savez, c'est la même chose qui se passe en Russie. Quand les Ukrainiens ont commencé à s'en prendre au pétrole russe, aux installations stratégiques de production et de traitement du pétrole, les Russes ont compris qu'ils avaient ces immenses installations sans protection. Alors maintenant, les Russes s'emploient à renforcer ces installations, à y installer physiquement des défenses aériennes, tout le dispositif complet. Il y a, vous savez, le rôle que joue désormais l'industrie russe dans la technologie de lutte anti-drone. Ce n'est pas seulement le ministère de la Défense qui intervient. Ces compagnies pétrolières sont maintenant responsables de leur propre protection, donc elles développent des technologies anti-drone. Eh bien, c'est la nouvelle réalité. On ne peut plus parler de construire un champ pétrolifère au Moyen-Orient sans parler de la manière de le défendre. Ce qui signifie que les dépenses augmentent. Donc, tout va coûter plus cher. Tout va coûter plus cher. Et l'autre conséquence, c'est que cela met en évidence la vulnérabilité des voies de communication maritimes de toutes les entreprises. Regardez par exemple le détroit de Malacca en Indonésie. C'en est un autre, un point critique. Tout passe par là. C'est l'endroit le plus facile au monde à bloquer après le détroit d'Ormuz. Bab el-Mandeb. Vous savez, le Yémen peut le bloquer. Le canal de Suez. Nous avons vu ce qui se passe quand un pétrolier se met en travers et reste coincé. C'est bloqué. Eh bien, peut-être qu'il est temps pour l'Iran de commencer à couler des navires dans le canal de Suez et de le fermer aussi. Vous voulez jouer à des jeux stupides. Les Iraniens sont tout à fait capables de jouer à ce jeu également.
vous faire payer votre stupidité en payant le prix ultime. Vous savez, une douleur à court terme pour un gain à long terme. Là, ce sera une douleur à long terme pour aucun gain. Voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. That's what's going on in the world today.